Bonjour à tous et bienvenue. C'est le dernier jour de notre e-colloque Think Éducation et Recherche. Vous savez, durant ces 4 jours, nous avons accueilli des personnalités du monde entier, et des personnalités reconnues, des experts. Et je dois dire que vous étiez tous au rendez-vous et encore aujourd'hui, vous êtes au rendez-vous. Et aujourd'hui encore, ce sont des experts et des personnalités qui viennent s'exprimer sur un thème avec notre partenaire Microsoft d'ailleurs, consacré à l'employabilité et les compétences numériques de nos étudiants. Parce que c'est eux dont il est question depuis le début de ce colloque, puisque vous le savez, tout ce qu'on dit n'a qu'un objectif, c'est former les talents de demain. Alors, le thème, je vous le disais, les compétences numériques. Et oui, aujourd'hui, imaginez une filière, un parcours, une formation sans briques digitales, c'est presque une hérésie. Je cherche la confirmation chez vous, mais évidemment, vous en êtes tous convaincus. Le chemin à parcourir pour combler notre déficit en matière de compétences est-il important finalement? Et la tension sur le marché du travail va-t-elle se résoudre dans les années à venir? Parce que vous savez que sur le digital et le numérique, on manque de talent. Donc, ça veut dire qu'on manque sans doute de sourcing et de talents qui sont formés dans les universités et les grandes écoles. Alors, sommes-nous prêts à affronter cette transformation sans précédent que nous connaissons? Cette transformation qui s'est accélérée, vous le savez, avec la pandémie qui nous a touchés, puisque maintenant, comme le démontre notre webinaire aujourd'hui, nous sommes à distance, et là, pour le coup, très, très raisonnable. Nous allons réfléchir à cela et à l'employabilité des étudiants. Avec nous aujourd'hui, Frédéric Meunier, vous êtes le directeur de l'EFRE Paris, une école d'ingénieurs qui est, si je me souviens bien, dans le sud de Paris. C'est bien ça? Tout à fait, à Villejuif. Villejuif. Bonjour Frédéric. Enrique Lopez de Microsoft France. Vous êtes directeur de l'IA et je ne vous ferai pas la gageure de vous dire ce que ça veut dire IA. Bonjour Enrique. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. On est bien là. Et un deuxième Frédéric qui nous a rejoint, Frédéric Bardot, président et cofondateur de Simplon. Simplon, j'ai presque envie de dire, on ne présente pas encore, mais pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est évidemment ouvrir un maximum de formations, toutes celles et ceux qui voudraient avoir accès au digital, au numérique, quelle que soit leur origine, leur parcours et leur vie, parce que c'est vrai que vous êtes très présents sur le territoire, près de ceux qui en ont le plus besoin, on le verra. Et nous avions la chance, la joie d'avoir Mérété Buljo, directrice expérience client et transformation digitale de BPCE, Eurotitre, et qui est revenue, voilà, et on l'a retrouvée. Bonjour Mérété. Et je vais vous présenter. Et vous allez témoigner à 2 titres, au titre de l'entreprise que vous représentez, mais également au titre de votre association consacrée à l'emploi des jeunes filles dans le digital. Rappelez-nous le nom de votre association, Mérété. Ah, ça va être dur, d'accord. Je pense que la bande passante n'est pas au rendez-vous. Digital Ladies Analyze, donc c'est tout. Digital Lady Analyze. Espérons que la ligne sera meilleure dans quelques temps. Mérété, je vous recommande de vous reconnecter. Peut-être c'est mieux. Est-ce que vous êtes avec nous? OK. OK. Alors, première question que je lance à vous tous, et merci d'avoir accepté. Nous sommes là pendant 1 heure, 1 heure et quart, et on répondra à toutes les questions, évidemment, si elles arrivent. Et s'il y en a, je vérifie tout de suite. Comment dirais-je, est-ce qu'on est prêt? Tout de suite, j'ai envie de poser cette question. Est-ce qu'on est prêt en matière de compétences numériques? Est-ce que la France, on se conserve dans cette compétition qui s'organise autour de l'économie de la compétence, de la connaissance, est-ce que nous sommes prêts? Alors, vous trois, Enrique, vision de grande entreprise du digital, est-ce qu'en France, on est prêt, tout simplement? Bah, écoutez, moi j'ai un biais, donc je vais parler un peu de l'IA. Si on parle de l'intelligence artificielle, ça avance pas mal. Maintenant, on est un peu élitiste, on va dire, en France. Si on regarde le nombre de personnes que l'on forme sur l'intelligence artificielle et surtout le niveau des formations que l'on a en France. Quand on forme des personnes à l'IA à plus de 70%, presque 80% à un niveau de Bac+5, c'est très bien. Maintenant, il y a peut-être besoin aussi de former à un niveau Bac+3. C'est pour ça qu'on s'associe à Simplon et qu'on crée des nouveaux curriculums. Puis après, est-ce qu'on a assez de talents
sur le marché de numérique, malheureusement, clairement pas. On voit qu'on n'a pas un seul client ou partenaire qui nous font part qu'il manque aujourd'hui de développeurs, de personnes en cybersécurité. Voilà, donc je prends ces domaines-là, mais il y en a d'autres, de personnes compétentes sur le cloud, de personnes compétentes en data. Donc, on a besoin d'irriguer encore plus notre pays avec des talents sur le numérique et des talents divers. Frédéric Meunier, qu'est-ce que vous faites alors à l'EFRE? On a besoin de talents. Ça veut dire que votre vision de patron d'école, et puis vous êtes évidemment à la CDFI, à la CGE, Conférence des grandes écoles, donc vous avez une vision un peu plus transversale. Est-ce que finalement on pédale derrière ce besoin? On pédale derrière ce besoin en termes de nombre de jeunes qui veulent faire ces filières. En revanche, je ne suis pas sûr qu'on pédale derrière le besoin parce qu'on travaille en lien avec les entreprises pour monter des curriculums qui permettent de former des jeunes dont ils vont avoir besoin. Donc, il y a deux niveaux. La question, c'est effectivement comment faire en sorte que des jeunes et des jeunes femmes en particulier, parce que là, il y a un très fort déficit à ce niveau-là, suivent des filières numériques pour pouvoir ensuite travailler sur tous les métiers dont a parlé Henrik. Donc, nos écoles font ce qu'il faut pour essayer de porter la bonne parole auprès des jeunes au lycée, voire un peu en fin de collège. Mais à un moment donné, effectivement, ce qui manque, c'est qu'il y ait suffisamment de jeunes qui choisissent ces filières-là. Oui, donc on est un peu en retard. Alors, c'est ce que vous dites. Frédéric, vous avez trouvé votre propre solution pour aller… on donnera la parole à Mérété tout à l'heure, qui est revenu juste pour la vision entreprise. Je ne sais pas qui fait craquer le micro. Voilà. Frédéric, on voit bien qu'il y a un besoin et vous avez trouvé, vous avez disrupté cette offre de formation et de talent et de compétences. Et c'est peut-être ça aussi une des réponses, c'est que Estelle nous disait de l'IMT que c'est pas une histoire de niveau, c'est pas une histoire de technique, c'est une histoire d'autres approches peut-être pour satisfaire ce besoin. Oui, complètement. Mais je souscris à ce qui a été dit par Frédéric et Henrik. C'est-à-dire qu'on manque de quantité, on manque de volume. Ça, c'est clair et net. On manque aussi de diversité dans les profils, à la fois en termes de niveau, parce qu'il n'y a pas que des data scientists et des PhD dans l'IA. Il y a aussi des techniciens, il y a aussi des développeurs, il y a aussi des gens sur l'infra, sur la data. Et aussi, on manque de qualité en ce sens. Je rejoins ce qu'a dit Frédéric aussi. Sur l'opérationnalité des profils qu'on peut former pour qu'ils soient directement employables dans les entreprises. Donc, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de formations en France qui peuvent être académiques sur l'IA. Et c'est vrai que c'est l'intérêt de ce qu'on a monté en lien avec l'écosystème de Microsoft. C'est vraiment des gens qui sont formés à des use cases et qui sont formés à des projets réels ou extrêmement réalistes et qui donc, en fait, ont la plus petite marge possible entre leur sortie en formation et l'entrée dans l'entreprise, puisque les entreprises sont déjà à l'intérieur de la formation et les cas sont déjà très, très concrets. Donc, je crois qu'il faut qu'on progresse sur ces trois sujets-là, la quantité, la diversité et la qualité. Mais en tout cas, Frédéric, je rentre tout de suite, je mets les pieds tout de suite dans le plat. Votre modèle, il a disrupté, c'est-à-dire qu'il a remis tout le monde un peu à un niveau qui était peut-être le sien avant, mais qu'on ne savait pas. C'est-à-dire finalement, on sort de Simplon ou on sort d'école de coding en 3 mois ou en 6 mois, et finalement, on est opérationnel. Et puis, avec cette transformation qu'on connaît, on peut monter dans l'entreprise assez vite. Ça veut dire que le diplôme, finalement, n'est plus le seul alpha et l'oméga pour la réussite dans le digital. Je crois que dans le numérique, c'est vraiment un secteur qui est très accueillant et qui valorise ce qui devrait être le cas dans tous les secteurs, c'est-à-dire la compétence et pas forcément le diplôme. Et effectivement, le diplôme, ça ne veut pas dire que ça veut rien dire. Les diplômes, c'est quand même très important. Mais c'est vrai que moi, je vois beaucoup plus de sens à amener de la compétence à un niveau de diplôme soi-disant inférieur et à laisser monter les gens, plutôt qu'à prendre des gens qui sont bac plus 5 et à leur faire nettoyer des fichiers Excel alors que c'est des PhD et que c'est des gens qui pourraient faire bien autre chose que ça. Donc, je crois qu'en fait, on arrive à un principe de réalisme où c'est la compétence qui prime. Et la compétence, elle est dans un contexte professionnel. Elle peut être attachée à un diplôme, mais pas forcément. Oui, c'est vrai, mais vous savez qu'en France, on aime les diplômes, Frédéric. En France et dans tous les pays qu'on a colonisés. Dans tous les pays. On est en Afrique aussi, c'est pareil. Au Maroc. D'accord. Non, mais on a mérité. Alors, d'abord, est-ce qu'on manque de compétences numériques et ce regard sur le diplôme dont parlaient les deux Frédéric?
En fait, oui, on manque de talent, mais j'ai envie de dire, en complément des compétences, il y a aussi les personnalités. Moi, j'y tiens beaucoup. Hein. Donc, les compétences qu'on cherche aujourd'hui dans les entreprises, hein, c'est en particulier tout ce qui est data, bien entendu, et aussi le design. Alors, pourquoi je mentionne ces deux compétences? Et je viendrai vers la personnalité ensuite. Tout simplement parce que c'est l'enjeu principal aujourd'hui, c'est l'enjeu de l'empathie client. Donc, si on ne sait pas analyser ces datas, si on ne sait pas designer et écouter le client, on est à côté du besoin, donc on est à côté de la plaque. Très concrètement, vous êtes, alors pour rebondir sur ce que disait Frédéric Bardot, plus ouvert sur la nature du diplôme et plus exigeant sur ses compétences? Moi, je suis beaucoup plus exigeante, j'ai envie de dire, sur l'adaptabilité et les parcours de vie. Parce que ce que je trouve particulièrement intéressant aujourd'hui, ce sont les pluricompétences, c'est ce qu'on peut appeler le pluridisciplinarité. C'est cette richesse, en réalité, dont on a besoin dans les entreprises. La vie n'est pas linéaire et la vie des étudiants ne le sont pas non plus. Je pense que les personnes qui sont connectées le savent très bien. Et en réalité, ça continue toute la vie. Donc, les métiers de demain, on ne les connaît pas. En fait, on dit que 65% des métiers de demain, alors on va se projeter en 2030, en fait, on ne les connaît pas du tout. Tout dont on sait, c'est que quelle que soit l'orientation que vous souhaitez, il faut cocher à un moment donné la case tech. Voilà. D'accord. Alors justement, quelles sont ces compétences tech? On va refaire un tour de piste parce que moi, j'imagine que les jeunes, c'est tous des digital natives, donc a priori, ils ont une brique tech dans leur tête. Non, Frédéric, pourquoi vous réagissez? Parce que c'est vraiment une contre-vérité. Hein, vous êtes moche de me dire ça. Hein. Non, c'est pas méchant. Non, on est là pour apporter de la valeur et de la contradiction. Vous nous avez dit qu'il fallait que ce soit punchy. Non, les digital natives, c'est pas parce qu'on est né dans le numérique qu'on le maîtrise. Hein. Les jeunes, ils ont des usages très segmentés, très particuliers. Ils sont peut-être plus à l'aise sur TikTok que moi et vous, mais par contre, voilà, ils n'ont pas forcément modifié des définitions Wikipédia, mis les mains dans du code. Donc voilà, faut se méfier un peu de ce genre de choses. Mais c'est pas parce qu'on est né dans un univers qu'on le maîtrise bien. Alors oui, mais justement, pardon, Eric, allez-y. Non, mais j'abonde dans ce sens-là, c'est-à-dire que effectivement, avoir des applications grand public dans les mains, c'est très bien, mais travailler avec des outils numériques en entreprise, déjà des outils collaboratifs, des outils de type CRM, et après travailler dans des environnements où on va parler là sur des métiers plus numériques de développement, de code, de manipulation de la data, d'intelligence des objets, etc. C'est complètement différent. Donc il y a peut-être une sensibilité et une appétence. Et encore, parce que c'est pas aussi naturel, on le voit d'ailleurs sur une certaine manque de diversité et de mixité. Donc non, il y a peut-être plus facilement d'intérêt et encore, mais il y a besoin d'acquérir ces compétences numériques. Moi, je vais juste rejoindre un petit peu ce que disait Mérité. Le véritable enjeu, c'est un enjeu de complémentarité. Aujourd'hui, on a besoin de travailler et de tous monter en compétences sur le numérique. C'est ce qu'un Microsoft, par exemple, peut apporter à des professeurs, peut apporter à des étudiants qu'il y a dans des écoles. Nous, on n'a pas le savoir-faire des écoles, mais on apporte notre compétence des métiers professionnels dont les entreprises ont besoin sur le cloud, la data et l'IA. On essaye de le donner aux étudiants, on essaye de le donner aux enseignants pour qu'ils puissent l'intégrer dans des curriculums. Mais il y a aussi une autre complémentarité, c'est la complémentarité des métiers, des secteurs d'activité. Et puis aussi, il y a quelque chose qui est en train qui va être nécessaire d'améliorer, et ça c'est dans les entreprises en collaboration avec les écoles, c'est ces fameuses aussi compétences transversales, ces fameuses soft skills, encore plus amplifiées et nécessaires pour compléter, les compétences technologiques, les compétences liées à des industries et qui vont être éminemment importantes. Donc c'est un sujet de complémentarité. Donc Frédéric, il suffit pas d'être digital native pour être bon en digital à l'Effray. Hein. Frédéric Meunier, pardon. Non, effectivement, c'est un tout. C'est qu'à un moment donné, nous, par rapport à ça, notre logique et nos échanges avec les différentes entreprises en disant quelles sont les compétences dont vous aurez besoin demain.
et pour qu'on puisse former les jeunes à ces compétences-là, à un moment donné, c'est presque la technique parfois est écartée en disant, ce qu'il me faut, ce sont des jeunes, ce qu'il nous faut en tant qu'entreprise, ce sont des jeunes qui sont capables de parler anglais et qui ont une dimension internationale. On est une école d'ingénieurs et quand on pose la question de quoi vous avez besoin, les entreprises nous parlent d'abord presque de l'anglais. Deuxième élément, ils nous disent on a besoin de jeunes qui, à un moment donné, aient une deuxième langue au-delà de l'anglais, qui ne soit pas l'espagnol, qui ne soit pas l'allemand, qui ne soit pas autre chose. C'est savoir programmer. Donc, à un moment donné, ils ont besoin de connaître un langage de programmation parce qu'après, ce langage de programmation, à la limite, quel qu'il soit, on est capable de donner le langage dont on pourrait avoir besoin, qui est peut-être le plus à la mode aujourd'hui. Mais comme le disait Mérété, en 2030, il y a 65% des métiers qu'on ne connaît pas, donc ça sert à quoi de dire qu'il faut les former aujourd'hui parce qu'on ne va pas les connaître. Oui, mais c'est évolutif, pardon. Troisième compétence, c'est lié à la culture générale. Culture générale, la compréhension, la communication, la compréhension dans laquelle on se trouve, la compréhension des besoins de l'autre, l'empathie, tous ces éléments-là qui sont en fait au niveau des savoir-être. Et finalement, in fine, c'est quoi si on a fait un bon job, je considère que on aura fait notre métier dans un établissement d'enseignement supérieur, que ce soit du bac+2, bac+3, bac+5, c'est de donner à des jeunes la capacité à apprendre tout au long de la vie. Donc, pour relativiser effectivement un peu, mais pour revenir sur ce que disait Enrique, et là je souscris totalement, c'est que on apporte effectivement, il y a des briques de compétences qu'on souhaite apporter sur des domaines techniques. Et là, les entreprises, effectivement, peuvent nous aider à apporter ces briques de compétences. Et sur ce qu'on a fait pour répondre aux problématiques de la pandémie et des enseignements à distance cette année, sur 2 majeurs de dernière année. Ouais. Allez-y. Non, finissez, après je voudrais vous relancer. Les 2 majeurs. Sur 2 majeurs de dernière année, donc en M2, en Big Data et en cybersécurité, on a 2 groupes sur chacune de ces filières et on a proposé à des étudiants de faire un groupe 100% en ligne sur toute l'année. On a proposé l'année dernière, au printemps de l'année dernière, en leur disant, compte tenu de ce qu'on est en train de vivre, est-ce que vous souhaitez faire un groupe 100% en ligne ou est-ce que vous voulez venir sur... Ok, bon, aujourd'hui, la bande... Pardon. Ah, on a perdu Frédéric. Moi, j'ai une question. Enrique, alors, c'est pas Enrique, hein, parce que vous avez été rebaptisé. Frédéric Mérété, je vous soumets ce qu'on a dit hier lors de la précédente conférence Microsoft, qui était déjà autour des compétences, pas des compétences, mais de la proposition de valeur. Et Microsoft avait fait un travail, et les 5 briques, 5 éléments pour transformer l'enseignement, c'est l'IA, l'IoT, la réalité mixte, la blockchain et le quantum computing, et puis une sixième brique, mais qui est plus autour de la soft skill et des compétences numériques. Qu'est-ce que ça vous inspire? Pardon Frédéric, vous avez été coupé. On a bien compris 2 groupes, avec un groupe en ligne, un groupe totalement en présentiel. Et juste pour finir, après on pourra poser ma question. Voilà, et juste pour finir, pour les groupes qui sont 100% en ligne, on a travaillé avec Microsoft et les partenaires de chaque majeur que sont Airbus Cybersécurité et OnePoint, et pour pouvoir proposer des formations et notamment des certifications Azure qui sont des certifications qui ont été proposées et organisées par Microsoft. D'accord, donc on l'a vu. J'ai donné là, vous avez tous retenu là les 5 points et 6 points que je vous ai dit sur les technologies. Et ça tombe bien parce qu'il y a des gens, on a déjà des questions, vous vous rendez compte comme ça marche bien notre histoire. C'est que ça veut dire quoi les compétences numériques? Est-ce qu'on peut être un peu plus précis? Alors j'ai parlé techno, parlons compétences. Allez, Mérété, Frédéric B et Enrique, Frédéric Bardot. Oui, je répondais dans le chat, effectivement, elle a raison, hein, c'est trop vague, compétences numériques. Donc moi, j'ai fait déjà un premier découpage entre les compétences numériques fondamentales, celles qui sont nécessaires à tout le monde, à tout citoyen dans une société numérique, à tout collaborateur, quel que soit son métier.
Donc là, ça veut dire lire, écrire, compter, coder, enfin pas coder justement, mais se servir d'un ordinateur pour des usages, on va dire, un petit peu normaux, quoi, quotidiens. Hein, et on sait que l'État et l'ensemble des opérateurs économiques ont complètement dématérialisé leurs relations avec les clients et les citoyens. Donc là, ça demande une littératie numérique de base. Donc ça, c'est des compétences numériques de base. Et après, il y a des compétences numériques techniques. Hein, donc ça veut dire effectivement coder, gérer de la donnée, savoir se protéger ou avoir des bonnes pratiques de cybersécurité. Donc après, on rentre un peu sur des verticales. Puis après, il y a des niveaux. Mais elle a raison, hein, compétences numériques, ça veut rien dire du tout. Enfin, ça veut à la fois tout dire et rien dire. Et ces compétences numériques, juste pour aller plus loin, après je passerai la parole à tout le monde, c'est dur à obtenir, c'est dur. Est-ce que c'est une formation de 5 ans en ingénieur? Est-ce que c'est une formation de 3 mois chez vous? Est-ce que c'est une formation tout au long de la vie? C'est quoi? Sur les compétences numériques fondamentales, j'ai envie de dire que ça peut être de quelques heures à quelques jours selon le niveau. Et beaucoup dans le chat ont évoqué l'outil de diagnostic fait par l'État qui s'appelle PIX, qui peut donner une bonne idée effectivement du niveau des gens au début. Donc là, ça peut être quelques heures à quelques jours. Après, si on est sur de la programmation, de la data, de l'IA ou de la cybersécurité, il y a des niveaux. Nous, simplement, très modestement, en quelques mois, on ne forme pas des ingénieurs. Bien entendu, faut pas raconter n'importe quoi. On forme des juniors sur de la programmation informatique ou des juniors en IA ou en machine learning ou en cybersécurité. Après, pour faire un ingénieur, un architecte et quelqu'un qui a des compétences de conception, il faut beaucoup plus que 3 mois ou 6 mois. Il faut des années. Enrique et Frédéric, et mérité, bien entendu. Oui, enfin je vais rebondir sur qu'est-ce qu'il faut comme compétences clairement, et c'est lié à ces domaines-là. Si on prend là celles que vous avez citées, l'IA, l'IoT, etc., il y a énormément de, il y a des socles fondamentaux qui sont de base, et après il y a des expertises spécifiques qu'il va falloir creuser. Vous pouvez avoir des personnes qui ont des bonnes compétences, qui vont être des développeurs ou des assembliers, si je puis dire, d'éléments existants. Et puis vous pouvez avoir un niveau beaucoup plus poussé, si on prend l'intelligence artificielle, de personnes qui vont à la fois mélanger des compétences mathématiques, de statistiques, etc., des compétences de management de la donnée, des compétences numériques, parce que tout ça, ça doit tourner sur des serveurs, etc., et du cloud. Et l'ensemble de ces compétences, ça permet de faire un profil qu'on appelle un data scientist. Voilà, mais ça, c'est un niveau d'expertise extrêmement élevé. Et on a besoin de tous ces socles, mais également d'être capable d'approfondir certaines filière dans une technologie. Là, j'ai pris l'IA, mais je pourrais prendre l'intelligence des objets qui va nécessiter à la fois peut-être certainement être compétent sur la notion de capteur, sur la notion de collecte de données, sur la notion de effectivement l'interfacer là encore avec du cloud, etc. Donc des compétences peut-être même hardware pour être capable de créer ces objets connectés. Donc c'est un ensemble de briques de base ou de Lego où il y a un socle fondamental et puis des éléments complémentaires à venir, sur lesquels il faut venir se former et se former après dans un contexte qui est lié parfois à une industrie, à un vertical, à un métier. Mérité, même question, les compétences numériques, vous les évaluez, vous, c'est quoi alors? Alors, je rejoins notamment Frédéric là sur les compétences fondamentales et j'ai même envie de dire, je considère que à niveau 1 de savoir ce qu'est le coding, on fait partie, tout simplement. Parce qu'en fait, on ne se sent pas très à l'aise si on entend parler de l'intelligence artificielle, on entend parler d'algorithme. Si on n'a jamais touché un algorithme, ne serait-ce que pour sa culture générale, je considère que c'est la culture générale aujourd'hui, de savoir ce que c'est un algorithme. Vous pouvez tout apprendre sur le papier, évidemment. Vous pouvez tout apprendre par cœur, c'est un petit peu la méthode de l'éducation à la française. Souvent, on apprend par cœur et on restitue. Non, moi, j'ai envie de dire là aussi, pour votre curiosité et votre culture générale, allez. Bon. C'est pas gagné, hein. Mérité. C'est vraiment basé, ne serait-ce qu'une formation sur une journée, apprendre les bases, j'ai envie de dire, le minimum pour que vous soyez des jeunes gens. D'accord. Mérité, on va essayer de refaire la remettre. Pour ce qui concerne le. Mérité, vous allez vous reboucler, comme on dit. Hein. Moi, j'ai peu de compétences, mais je sais qu'il faut allumer et rallumer, éteindre et rallumer.
Dans le doute, reboot. Oui, vous avez raison. Alors, Frédéric M. Alors, c'est compliqué. On va faire Frédéric B, Frédéric M. D'accord? Frédéric, le socle, c'est quoi pour vous? Les compétences, c'est la question que me disent. Ingrid me dit même qu'elle travaille dans une école d'ingénieur, elle ne comprend rien à ce qu'on dit. Bon, je crois qu'Henrik est en train de lui répondre. C'est bien. Dites-lui quand même qu'on essaie d'être clair, mais on fait le maximum. Frédéric, c'est quoi ces bases? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'au-delà des bases oui, mais là, vous avez parlé des compétences de soft skills, anglais, mais là, visiblement, on a besoin de mettre des mots sur des compétences, ou en tout cas, quelque chose qui soit beaucoup plus clair pour nos internautes. Henrik a répondu d'une certaine façon, c'est qu'il y a des compétences qui vont aller vers des connaissances autour de data et de l'IA, et là, vous avez un certain nombre de blocs de compétences à acquérir, que ce soit en école ou en entreprise. C'est différent si on va parler de cybersécurité, c'est différent si on va parler la question, Marilou, la question est compliquée. Marilou, elle précise un peu ma pensée, je la remercie d'ailleurs. Les compétences numériques demandent-elles, exigent-elles un prérequis en ingénierie? Et je crois voir la réponse et imaginer la réponse avec Frédéric Bardot, qui va nous dire, pas tant que ça, puisque finalement, on fait des formations pour des gens qui n'étaient pas du tout dans le digital. Je vous fais mentir dans ma réponse, Gilbert. Vous et moi, on a un problème. Non, au contraire. Non. Mais effectivement, on n'a pas besoin d'être ingénieur pour faire de la technologie à certains niveaux. Mais par contre, voilà, je prenais l'exemple pour développeurs. Effectivement, il faut quand même des appétences de logique, un mindset un peu particulier. Et pour l'IA, les écoles qu'on fait avec Microsoft, on demande un prérequis de niveau de maths de terminale. Parce qu'il ne faut pas prendre des vessies pour des lanternes. On ne peut pas former des gens qui font de la data et du machine learning et qui ne sont pas à l'aise avec des programmes de mathématiques de terminale. Et la connaissance d'un langage de programmation est aussi quand même une bonne marche pour commencer à accéder à ces projets-là. Mais par contre, ce n'est pas ingénieur, c'est un niveau, et c'est un niveau de qualification qui est bien supérieur à ce que demandent des métiers juniors dans le domaine du numérique. Méritez, est-ce qu'on peut vous reprendre là? Oui, je vais essayer, vous m'entendez? Alors, vous répondez en même temps à la remarque de Marilou qui est excellente et qui faisait écho à ce que je disais. Et Frédéric Bardot y a répondu partiellement, mais j'aimerais avoir la vision de l'entrepreneur, enfin de la femme d'entreprise que vous êtes. Les compétences numériques techniques demandent-elles un prérequis en ingénierie? Évidemment, mais ces compétences-là, j'ai envie de dire, déjà, si vous êtes curieux et que vous aimez des casse-têtes, par exemple, je prends ces exemples-là, vous pouvez tout à fait endosser ce type de formation. Parce que je ne sais pas si vous m'avez entendu tout à l'heure, le minimum basique, c'est vraiment les fondamentaux dont parlait Frédéric tout à l'heure, et j'ai même envie de dire que le coding, ne serait-ce que suivre une journée de formation au codage, c'est indispensable. Moi, je considère que c'est la culture générale. Sinon, vous n'êtes pas à l'aise quand vous entendez parler algorithme. Ça veut dire quoi, un algorithme? C'est vrai que maintenant, on l'apprend à l'école, c'est dans le programme, heureusement, de l'éducation nationale. Quand on a votre âge et le nôtre, et les intermédiaires, on n'a pas forcément eu l'occasion à l'école de toucher tout simplement à des algorithmes. Donc ça, c'est vraiment pour moi la base de tout. Ne serait-ce que pour que vous soyez des jeunes gens éclairés et de savoir dont on parle. Donc, c'est de la culture générale aujourd'hui. Après, pour évidemment, est-ce qu'il faut des compétences ou des goûts particuliers? En fait, tout d'abord, il ne faut surtout pas s'arrêter aux maths. Ça, je pense que c'est important. C'est la logique. La logique, et on voit bien, je vous dis ça, quel que soit le niveau dans lequel les études vous intervenez, regardez Simplon, regardez des écoles comme 42 qui sont ouvertes à tout le monde. En réalité, c'est des gens qui ont fait plein de choses différentes. Ils peuvent tout à fait rentrer dans ces écoles parce que voilà, ils ont des processus de recrutement particuliers. Et surtout, ils excellent une fois qu'ils sont dans ces formations-là. Ok, donc on le voit bien, il y a une sorte de couche de socle commun, voilà, j'ai envie de dire, de basique
pour faire du numérique à un niveau qui varie. Et là, pour le coup, la formation d'excellence d'ingénieur chez Frédéric Meunier ou les formations d'excellence dans les masters spécialisés ou dans les formations ou les PhD. Ça, on est bien d'accord. Pour autant, est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, je rebondis sur ma remarque d'avant, on peut apprendre le numérique sans forcément passer par un académique total. Je pense à la piscine. Vous savez, École 42, ils ont mis tout le monde dans la piscine. On a l'impression qu'on sort des spécialistes, des tueurs en digital. Henrik Lopez, Frédéric Bardot, Frédéric Lerété. Allez, Henrik, vous commencez. Pardon, j'étais en train de répondre et je n'y ai pas été très attentif, Gilbert. Bon. Frédéric. Ouais, non, sur la piscine, effectivement, c'est un mode de sélection qui permet d'avoir des gens qui viennent de tous les horizons. Donc ça, moi, je trouve ça super. Après, c'est un mode de sélection qui est assez marche ou crève. Hein. Vous parliez de sélectionner des tueurs. Effectivement, il faut plutôt faire une piscine pour faire des tueurs. Nous, l'équivalent de la piscine de 42 chez Simplon, pour vous dire, ça s'appelle la prairie. Donc voilà, c'est beaucoup plus bucolique. Voilà, les gens viennent brouter l'herbe de manière assez paisible, etc. Puis on voit s'ils sont faits pour ça. Oui, il y a des manières de sélectionner des choses, mais là encore, il y a beaucoup de gens qui vous diront que les profils qui sortent du 42 sont extrêmement bons techniquement, mais sont peut-être pas super à l'aise dans des environnements d'entreprise, par exemple, qui sont un petit peu difficiles à fidéliser, à intégrer. Oui. Voilà. Ouais, oui, c'est un peu rock'n'roll, c'est ce que vous dites. Henrik, voilà. je disais, finalement, par rapport à des formations plus classiques et plus bordées, aujourd'hui, des modèles type piscine à l'école 42 en sont apparus. Et finalement, on dit que ça forme des spécialistes en digital. Frédéric Bardot, réagissez. Qu'est-ce que vous pensez aussi de ces nouvelles approches pour dénicher les compétences et les talents, j'entends. Mais je pense que, de toute façon, ça pose plusieurs questions. Ce que vient de dire Frédéric, c'est qu'effectivement, ça va permettre d'accélérer très rapidement des profils et un certain niveau de compétences, mais quid de leur intégration dans les modèles organisationnels des entreprises et les attentes des entreprises. Après, ça peut aussi poser une question, est-ce que l'entreprise doit aussi un peu évoluer dans la manière dont elle fonctionne? Et les nouvelles générations nous demandent de voir un peu, nos changements. Donc, c'est bien pour apporter du numérique, c'est bien pour créer des passerelles. Est-ce que c'est la panacée? Je suis pas certain. Après, j'ai un biais, moi, je viens d'une école d'ingénieur. Donc, et puis je suis dans une entreprise depuis voilà, et je suis avant la génération Y, mais ça a beaucoup d'avantages. Maintenant, c'est à mon avis pas une réponse unique, et d'ailleurs je suis pas certain qu'il y ait une réponse unique. Je pense que d'ailleurs toutes les filières et les diverses formations ont beaucoup à apprendre sur leur modèle. Ce qui est très intéressant, c'est leur modèle qui est très lié à tout de suite travaux pratiques, tout de suite travailler sur des cas d'usage, des prototypes, développer, etc. Donc ce côté, je développe très rapidement, j'ai les mains entre guillemets dans le cambouis, et en plus je travaille sur des cas d'usage très concrets. Ça, c'est des choses qui sont extrêmement intéressantes et qui complètent une dimension plutôt théorique. Frédéric Meunier, est-ce que ça vous a bousculé un peu? Pas du tout. On est absolument pas, Gilbert. D'autant plus que nous sommes, pour parler des préparés, on a une école d'ingénieurs. C'est le cœur historique. Donc, on forme sur 5 ans des métiers qui sortent avec un certain profil, qui, pour pouvoir suivre leur formation, ont besoin d'un socle de compétences scientifiques, notamment en mathématiques et en physique. On ne forme pas que des techniciens, parce qu'autrement, si on allait jusqu'au bout, il suffirait de prendre des jeunes à 15 ans, on leur met 3 mois de technique et ça y est, on les met sur le marché du travail, ça suffit. Donc, c'est pas la réalité. Ils ont besoin de se construire sur d'autres sujets. Mais par ailleurs, je suis d'accord, il n'y a pas une voie unique, et c'est pour ça qu'on a un certain nombre de programmes. Nous, on a un BTS SEO avec une option logiciel et une option réseau. On a un bachelor en programmation, en développement, suivi d'un master pour ceux qui ont envie de suivre. On a un bachelor en cybersécurité, on a des bachelors sur des notions digitales qui mélangent le technique avec qui la communication, qui le business, qui le marketing. Et je trouve ça très très bien qu'il y ait des écoles comme Simplon qui proposent des offres alternatives sur des programmes courts et qui vont s'adresser à des jeunes qui sont différents.
Je trouve ça très bien tout ce qu'a fait l'école 42. Et je suis assez d'accord avec ce que disait Frédéric, c'est que ça s'adresse à un certain public qui est capable de suivre cette formation, mais ça ne s'adresse pas à tout le monde. Je suis très content qu'il y ait des jeunes qui sortent des écoles dans 5 ans, comme l'Epitech, qui forment de très très bons techniciens. Il n'y a pas de débat par rapport à ça. Mais c'est vrai que ce par quoi ils sont passés, ils n'ont pas acquis les mêmes expériences que ceux qui vont faire une école d'ingénieur ou que ceux qui vont faire un BTS ou que ceux qui vont faire Simplon. Et ils n'ont pas forcément non plus le même passé. Donc, il n'y a pas de solution unique et je trouve ça très bien, ces offres de formation plurielles. Méreté, est-ce que l'entreprise, votre vision vision entreprise, est-ce qu'elles comprennent au fond tout ça? Elles font la différence entre une école d'ingénieur numérique et une formation Simplon et une école 42 et une école un peu alternative? Sur le numérique, hein, j'entends. Bon, ils ont bien compris aujourd'hui ce qu'elle a surtout besoin de talent dans ces métiers-là. Il y a une énorme pénurie de talent. Donc, on sait déjà que au niveau du marché de l'emploi, d'ici 2022, 220 000 postes vacants. Donc, on a besoin de tout le monde. Après, c'est à vous, les étudiants, de définir en fonction de votre personnalité et de votre envie de passer sur les bancs de l'école, la durée que vous avez envie de la faire. Voilà. C'est vraiment une question de votre personnalité. Nous, au niveau des entreprises, on a besoin de tout le monde. On a besoin des personnes qui ont suivi des formations chez Simplon pour revenir au discours de Frédéric, peut-être des formations un peu plus courtes. On a besoin des personnes qui sortent de l'école 42. D'ailleurs, au Simplon Group, on a des partenariats avec les 2 écoles citées. Nous avons besoin des gens qui sortent de l'Epitech, comme on a besoin de gens qui sortent vraiment des filières d'ingénierie plus poussée, comme qu'on entendait tout à l'heure, comme chez Frédéric Meunier. Donc, surtout, ne vous bloquez là-dessus. Réfléchissez bien à votre projet de vie. Aussi, je pense que, voilà, posez-vous bien la question, ce que vous avez envie d'apporter à la société et donc, ce que vous avez envie d'apporter aux entreprises. Le dénominateur commun, c'est de savoir travailler en équipe. Que vous sortez de Simplon, que vous sortez de l'école 42, que vous sortez des écoles d'ingénieurs aujourd'hui, en fait, dans les entreprises, on a besoin des gens qui peuvent travailler ensemble. Voilà, des gens qui sont ambitieux par rapport à ce qu'ils ont envie d'apporter à la société et des gens qui savent travailler ensemble. Au fond, mais je pose cette question à vous tous, est-ce qu'au fond, le digital et cette transformation digitale, elle n'a pas apporté la nécessité impérieuse, Henrik, vous allez être d'accord sans doute avec moi, de travailler en équipe, comme disait Estelle, qui commente, mais aussi de travailler avec l'entreprise. Parce qu'on voit bien que là, la problématique, c'est bien de travailler non pas en laboratoire, mais véritablement en liaison. Henrik, vous avez poussé le modèle jusqu'à proposer les certifications au sein des écoles, puisqu'on voit bien qu'on est sur des outils, on est sur des tools très concrets. Est-ce que finalement, c'est ça aussi, cette transformation, ce rapport qui s'est créé? En fait, le sujet quand même principal, c'est d'augmenter l'employabilité des étudiants. Aujourd'hui, il y a un besoin, les entreprises ont un certain nombre de besoins. Comment on assure que nos étudiants aient un niveau d'employabilité le plus élevé possible par rapport à une demande qui est liée au numérique? Alors, une manière d'y répondre de côté Microsoft, nous on a un prisme technologique, c'est de se dire, ben voilà, on va leur donner, on va donner les moyens à des enseignants, à des élèves d'avoir les briques technologiques et les badges ou certifications qui vont bien et qui sont prises en entreprise sur le cloud, la data, l'IA, la cybersécurité, etc., pour que ça puisse être intégré dans les cursus de formation, pour que les élèves, mais aussi les enseignants puissent en permanence être, passez-moi l'expression, mais à jour sur ces technologies qui évoluent très rapidement. Parce qu'il y a aussi une problématique de mise à jour et d'avoir une employabilité au moins sur ce socle technologique qui soit au rendez-vous et qui soit en attente avec ce qui est attendu par les entreprises, en tout cas sur cette sphère technologique. Sur la sphère compétences transversales, là, effectivement, nous, on peut moins y faire quelque chose. Je le constate là plutôt en entreprise, en y travaillant.
mais c'est clairement une complémentarité sur lequel il y a un besoin d'avoir aussi cette forme d'employabilité que d'être, entre guillemets, au niveau et avoir les bonnes certifications et les bons diplômes d'un point de vue technique, mais aussi les éléments complémentaires qui vont permettre une intégration en entreprise et une pertinence de collaboration en entreprise par rapport à ce qui est demandé. Frédéric Bardot. Oui, un petit point pour effectivement abonder dans le sens d'Henrik et rajouter un concept intéressant, c'est que souvent on va séparer les soft skills et les compétences transversales du reste du métier. Et ça, pour le coup, c'est vraiment là aussi, c'est contre-intuitif, mais c'est une contre-vérité scientifique et pratique. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'un côté à Saint-Plon, par exemple, cours de code le matin et cours de soft skills l'après-midi. Les soft skills, ça n'existe pas en dehors d'un contexte professionnel lié à un métier. Si on prend l'injonction de Meret, qui est extraordinaire, hein, savoir travailler en équipe, c'est vrai pour plein de métiers. Savoir travailler en équipe quand on est un ingénieur ou quand on est un développeur, c'est assez différent que de savoir travailler en équipe en général. Une soft skills est toujours attachée à un contexte professionnel métier. Et à Saint-Plon, c'est complètement fusionné. Les gens, ils sont développeurs et ils travaillent en équipe sur des projets de développement, dans des technologies. Et c'est pour ça que vous avez raison, c'est le lien avec l'entreprise et les projets, la pédagogie par projet, qui fait que là, on a un niveau de soft skills et de hard skills tellement mêlé et tellement proche du milieu professionnel que l'employabilité est boostée. Frédéric Meunier, vous pourrez répondre à la question de Martine en même temps. Est-ce que ça a accéléré vos relations avec les entreprises, ce fameux digital et cette employabilité nécessaire et un besoin impérieux de répondre aux besoins? Et puis Martine nous demandait l'obsolescence des compétences techniques. Quid du personal branding? On apprend dans vos écoles à se vendre pour développer son employabilité. Vous voyez, il y a plein de questions qui arrivent. Hein. Ça marche bien notre webinaire, hein. Vous avez vu, ça réagit. Allez, Frédéric Meunier. Donc, sur quelle question vous en avez posé plein? Je ne sais plus ce que je vous ai dit. Alors, je vous demandais, oui, est-ce que cette relation avec les entreprises est plus que jamais nécessaire sur le digital? Elle est nécessaire surtout et pour toutes les écoles, à mon avis. Quelle que soit la formation qu'on dispense, on a une formation qui a pour but à un moment donné l'employabilité, et que ce soit dans le digital ou ailleurs, on a besoin d'avoir des entreprises partenaires. Donc là-dessus, où on a de toute façon besoin des entreprises, de discuter avec elles, de savoir ce dont elles ont besoin et d'adapter nos cursus en fonction. Mais c'est un besoin sur le long terme dont on parle. À notre niveau. Et la question sur le personal branding, c'est intéressant, c'est une compétence numérique un peu de côté, hein, mais qui est importante, c'est-à-dire savoir se vendre sur LinkedIn, savoir se vendre sur son profil sur Internet. Et tout est important. On a des ateliers de coaching qu'on fait d'ailleurs avec des entreprises pour trouver des stages, trouver une alternance et trouver un premier emploi. Et le personal branding est une des techniques. Il faut faire un CV d'une certaine façon aujourd'hui. Il faut rédiger non plus une lettre de motivation à la main, mais ça se fait de manière numérique. Il y a des canaux qu'il faut utiliser et avec une façon de le faire. Effectivement, tout ça, ça s'apprend. Et ce qui est vrai aujourd'hui ne sera peut-être plus dans 5 ans. Méreté, est-ce que vous travaillez justement avec les écoles sur ces compétences techniques? Et puis, un mot sur le personal branding, c'est une question à laquelle je n'avais pas pensé, mais qui est importante, hein, savoir se vendre avec les nouveaux supports. Oui, tout à fait. Bon, donc, je citais effectivement, hein, nous travaillons avec plusieurs écoles, donc j'en ai cité deux tout à l'heure. Donc, je citais Saint-Plon et je citais aussi École 42. Il y a d'autres expériences comme ça dans le groupe. C'est essentiel aujourd'hui dans les entreprises, évidemment, de collaborer avec ces écoles-là et de créer aussi parfois des parcours ensemble parce qu'en réalité, la vie d'étudiant ne s'arrête pas à l'entrée de la vie active. Les compétences s'acquièrent toute la vie. Et donc, la formation continue a aussi énormément d'importance, notamment autour des compétences numériques. Alors, le personal branding, moi, je considère que ce n'est pas une compétence numérique. Je pense qu'aujourd'hui, encore plus que hier et encore moins que demain, c'est une compétence qu'il faut savoir acquérir. Alors, comment on le développe? C'est avant tout de bien réfléchir encore une fois à qui vous êtes, qu'est-ce que vous apportez. Je n'ai pas envie de dire force et faiblesse parce que c'est plutôt voilà, qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Parce que derrière, il y a un terme très à la mode, on parle de storytelling, mais moi j'ai envie de dire c'est quoi votre histoire, hein? Parce qu'il y a des buzzwords, il y en a beaucoup. C'est quoi votre histoire? Réfléchissez bien à votre propre histoire.
sachez aller vers l'autre. J'ai envie de dire, le premier step de personal branding, c'est savoir s'ouvrir aux autres, à votre entourage personnel, à votre entourage, à votre famille, etc. Bon, là, c'est un peu basique, mais c'est quand même ça aussi les valeurs de la vie. Après, quand vous êtes, alors là, on n'est pas ensemble aujourd'hui, malheureusement, les circonstances ne nous permettent pas de vous voir en vrai. Quand vous allez à des conférences, quand ce sera possible, pensez aussi à aller vers des personnes qui sont intervenues sur scène, échanger avec ces personnes-là. C'est ça aussi le personal branding, c'est ça aussi cet échange. Et enfin, entendu, maîtriser des outils numériques, si on peut l'appeler comme ça, comme LinkedIn, savoir aussi pouvoir se présenter. Et là, encore une fois, rechercher l'authenticité. L'authenticité, mais nous on est authentique. Frédéric Bardot, ça chauffe avec Estelle, j'ai remarqué, vous faites des petits échanges, des petits smileys, mais c'est ça aussi hein, les webinaires de eSync Éducation et Recherche, ce sont les échanges et l'interactivité. Un mot qui est très important, et pourquoi ça, Henrik, je vous vois dodeler du chapeau, est-ce que vous vouliez dire un mot? Oui, mais c'est parce qu'il y avait quelque chose qui me passait par la tête, parce qu'on a l'impression que il y a, par exemple, sur le numérique ou d'une manière générale, voilà, il faut acquérir des compétences et puis, on est monté sur son podium, on a son diplôme ou on a son badge et ça y est, entre guillemets, on est compétent. Aujourd'hui, quel que soit le sujet, dans les entreprises, et c'est ce sur quoi il faut qu'on se prépare, on va devoir être dans une culture d'apprentissage permanent. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Et encore plus sur le numérique, vu la vitesse à laquelle ça évolue. Donc, comment on s'assure qu'on est en permanence et on a les compétences pour être en permanence en train d'apprendre et se dire, voilà, c'est un chemin toute ma vie que je vais devoir m'apprendre, me former, m'auto-former et continuer. Donc, aussi bien dans cette curiosité, pour reprendre l'exemple de mériter, d'aller dans des conférences, mais d'aller chercher des informations d'autres, etc., mais d'aller suivre peut-être des nouveaux MOOC ou des choses comme ça. Quand on sera en entreprise, je peux vous dire, pour y être, eh bien, en permanence, on a nous aussi des systèmes en interne, des learning management systems et pas se former sur les choses et les process de l'entreprise, mais parce qu'on doit, en l'occurrence, là, tous monter en compétence sur la tech, sur certains métiers, etc. Donc, cet apprentissage permanent et être non pas un expert et un sachant et le je sais tout, mais plutôt le j'apprends tout et tout le temps. Bon, Estelle et Frédéric sont réconciliés, c'est nickel. Bon, mais je connais bien Estelle, donc je charrie un peu. Pardonnez-moi. Du coup, j'ai aussi plein de choses à vous dire sur ce digital, justement. Ce que j'ai constaté, alors c'est un patron de start-up qui me disait, bon, une grosse start-up qui avait réussi, qui disait à midi, mes jeunes codeurs, développeurs ou ingénieurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un sandwich. Ils se mettent autour d'un MOOC de Harvard, de Princeton, un MOOC passionnant et ils apprennent tout seuls. Et c'est ça aussi peut-être qu'on a développé cette besoin et cette appétence pour se former en permanence. C'est aussi ça la transformation peut-être qu'on a connue sur les disciplines classiques, traditionnelles et les formations d'ingénieurs un peu à l'ancienne. On avait un savoir et comme vous disiez, Henrik, tout le monde sur scène et j'y ai droit. Là, on a tout remis, on a rebattu les cartes. C'est ça qui est frappant, me semble-t-il. Et Frédéric, vous avez le sentiment que vos étudiants, ils sortent et ils en savent pas assez et qu'ils doivent continuer. Et c'est ça aussi un élément clé. C'est ce que je vous disais, c'est que on leur donne une capacité, on leur apprend à apprendre. C'est absolument fondamental. Et c'est vrai dans toutes les écoles et c'est vrai, ils vont avoir une obsolescence de ce qu'ils ont appris en école extrêmement rapide. Donc, ils ont besoin d'être capables de se régénérer. Henrik le disait, ils ont besoin à un moment donné d'avoir de l'appétence pour essayer d'acquérir des connaissances ou des compétences complémentaires, qu'elles soient techniques sur d'autres sujets. Et c'est là où toute forme d'apprentissage peut avoir son intérêt. L'expérience Frédéric Bardot, on peut citer Open Classroom, on peut citer Kokoroe, on peut citer la capacité à avoir des MOOC sur des plateformes prestigieuses qui sont à la limite complètement ou des
des tutos ou de je ne sais quoi qui sont en ligne et disponibles gratuitement. Il faut avoir la capacité, en tout cas l'envie à aller les chercher pour pouvoir creuser un sujet particulier. Oui, donc pour répondre à votre question, Gilbert, c'est absolument fondamental que les jeunes, en général, quoi qu'ils aient fait, quel que soit leur parcours, même s'ils ont arrêté l'école très tôt, c'est qu'à un moment donné, ils aient envie d'apprendre des choses nouvelles. Mais on ne peut pas… Pardon, allez-y. Et on voit, enfin c'est pas nous, et on voit des modèles qui sont intéressants. Enfin, dans la vraie vie, quand elle se passe aussi en physique, le modèle, par exemple, des meet-up est très intéressant. Que d'aller effectivement partager un savoir, etc., sous forme de petites conférences, de se retrouver après, d'avoir des projets et autres, et pas uniquement le modèle MOOC, etc. Il y a plusieurs manières d'aller à l'information, de partager cette information, ce savoir. Les plateformes où on poste en open source son code et avec des forums, donc en l'occurrence la partie GitHub, mais d'autres, c'est aussi des nouvelles manières de partager son savoir, d'apprendre, de s'enrichir de l'expérience des autres ou du savoir-faire des autres. Et il faut être ouvert à ça. Et c'est le peer-to-peer, c'est-à-dire que maintenant, entre vous et moi, je peux en apprendre autant qu'avec peut-être un professeur. C'est aussi ça, la nouveauté peut-être. Ouais, et ça c'est validé par la recherche et par la pratique. On apprend beaucoup plus en volume de connaissances et de compétences auprès de ses collègues, ou auprès de son manager ou auprès de ses clients que quand on est en situation faciale de formation. Et ça c'est reconnu et ça c'est complètement encouragé. Donc si en plus on rajoute du peer-to-peer dans la formation et dans le face-à-face pédagogique ou dans des formats d'événements ou dans des formats de partage, l'exemple de GitHub et des Meetup, il est impérial parce qu'effectivement c'est des choses qui sont pas liées à de l'apprentissage directement, alors que c'est des mines d'apprentissage. Donc ça, je suis complètement d'accord avec ça. Eh bien, écoutez, si on est tous d'accord, c'est vraiment génial. Méritez une question, parce qu'il y a une question quand même. Vous savez qu'on traverse une période compliquée, ce qui explique qu'on soit tous à distance. Et évidemment, on traverse une période qu'on espère finir très bientôt, parce qu'on en a ras-le-bol. Est-ce que cette période a fait exploser les besoins en compétences numériques, et est-ce que c'est durable? Ça veut dire que cette tendance, elle va encore s'accélérer. Méritez le point de vue de l'entreprise. Oui, moi je pense que cette période effectivement nous bouleverse, donc ça on le sait déjà dans nos vies, mais dans le cadre du numérique bien entendu, regardez les entreprises qui ont dû s'adapter. On avait bien sûr du télétravail dans ces entreprises-là auparavant, mais du jour au lendemain, au mois de mars, vous passez de un certain pourcentage à quasiment 100% dans les entreprises, dans les grands groupes comme le mien. Donc, vous savez, mine de rien, ça a fait développer aussi des compétences numériques des salariés, pour certains, qui n'ont absolument pas votre âge que vous êtes en ligne là, et qui n'ont absolument pas l'habitude d'aller sur les Teams, d'aller sur les autres outils de collaboration. Donc déjà, ça fait une révolution de développement de compétences numériques et de collaboration hybride au sein des entreprises. Oui, d'ailleurs, je vais utiliser un terme dont on parle beaucoup. On aura une façon de travailler très différente. Demain, on passera certainement pas 100% du temps en son entreprise. C'était déjà quelque chose qui était en cours avant ce bouleversement. Ce qui veut dire aussi que cette collaboration, cette nécessité quand même de rester connecté à son entreprise, de collaborer, va continuer à être vrai dans un monde hybride. Monde hybride, ça veut dire que tout ce dont nous avons parlé et auquel je tiens énormément, à savoir les multicultures, les multidisciplines. En fait, tout ça, c'est aussi des dimensions de l'hybridation, je sais même pas comment dire. L'hybridation, c'est ça, oui. Nous sommes tous et toutes hybrides. Et donc, c'est ça qui est formidable, c'est que maintenant, il est clair que vous soyez déjà dans un parcours d'informatique, d'un parcours d'ingénieur, déjà, vous savez que vous n'êtes pas trompé. Et pour vos autres, si vous êtes connectés là aujourd'hui, je pense que c'est bien que vous ayez bien compris que c'est essentiel, la maîtrise des compétences numériques. On l'a dit tout à l'heure, qui sont évidemment sur plusieurs échelles. Laurent me fait un petit tacle. J'ai l'impression que le débat tourne autour de la situation actuelle. Quelle analyse pour la conférence prêt pour 2030? Mais parce qu'on ne sait pas. Vous n'avez pas compris qu'on ne sait pas. Ils ont commencé comme ça, tous nos intervenants. Mais ils vont essayer de répondre pour conclure. Je vous rassure.
on continue. Juste sur la crise et la pandémie, puis vous répondez dans la foulée à la question de Laurent, Henrik, Frédéric et Frédéric M. La question sur l'accélération liée à la crise de la Covid est prêt pour 2030. Je veux bien. Alors vas-y Frédéric, pardon. Pardon Henrik. Je pense que l'accélération de la crise, c'est un coup de pied aux fesses à tous nos modes d'organisation et nos modes d'enseignement. Et ça, on le vit, nous, en tant qu'école, à la fois comme organisme de formation. Donc, ça accélère les évolutions, les innovations pédagogiques qui étaient déjà en cours dans toutes nos écoles et toutes les universités. Et je pense que ça va accélérer ça pour faire face, d'ailleurs, à une demande des étudiants d'un mode d'enseignement différent. Et c'est très bien. Et je le vois en tant qu'employeur, en tant que PME, puisqu'on a on n'est pas aussi gros qu'une grosse banque ou que Microsoft, mais on a 160 permanents à Effray Paris. Et on a vécu cette transformation dans les modes d'organisation, le mode de travail. Et comme le disait Mérété, le 17 mars, on est passé de 0 à 100% en télétravail. Donc, il va rester quelque chose. Et pour répondre à Laurent, les compétences prêt pour 2030, j'espère que oui, j'espère que les écoles font ce qu'il faut effectivement pour que des étudiants qui vont être sur le marché de l'emploi en 2030, ce qui est dans pas longtemps, hein, un étudiant qui rentre chez nous cette année, en 2020, il va sortir en 2025, 2030, c'est jamais que 5 ans plus tard. Hein. Donc, oui. Ouais, non, on est à la limite, est-ce qu'on est prêt pour... et il va travailler pendant 40 ans. Donc, prêt pour 2060, j'aurais tendance à dire, moi. Et encore mieux, voilà, c'est Laurent qui m'avait dit, ben non, on n'est pas prêt pour 2030, pour 2060. Henrik, on est prêt pour 2060 ? La question, c'est pas est-ce qu'on est prêt là. La question, c'est qu'est-ce qu'il faut. C'est peut-être se dire vers où il faut aller. Et je vais rebondir sur. Alors, on va mettre un petit peu de côté les postures, les compétences transversales, etc. Et on va revenir un peu sur les sujets numériques. Je pense qu'il y a des domaines technologiques que vous avez un peu évoqués qui sont cruciaux. L'Internet des objets, la cybersécurité, la réalité mixte, parce que derrière, c'est les interfaces homme-machine, le quantum computing qui est à nos portes d'ici quelques temps. Oui, ça, c'est des éléments qu'il faut avoir en termes de curriculum, de cursus, et ça va aller très vite. Après, la question, c'est aussi comment on intègre les outils du numérique dans notre manière d'enseigner et comment on est capable de faire collaborer les étudiants, de rapidement leur donner la réponse, de couper du contenu qui durait plusieurs heures et qui est en vidéo, en micro-learning, etc., de faire de la recommandation. C'est aussi repenser ces éléments-là. Je vais vous poster une vidéo, je vous invite à regarder un professeur je ne sais plus si c'est Australie ou Nouvelle-Zélande, qui a poussé à son paroxysme toutes les utilisations du numérique et de l'intelligence artificielle pour faire ses cours. C'est assez inspirant. Frédéric, B. Oui, effectivement, pour 2030 ou pour 2060. Donc, moi, je pense qu'il y a un socle quand même de culture numérique, hein, de comprendre le digital, pas forcément dans ses aspects techniques, mais dans ses modèles économiques et sa manière. Je vais pas faire du Laurent Alexandre de bas étage, mais je pense que les gens, en 2030, il faudra qu'ils soient effectivement très complémentaires de ce que c'est faire le numérique et pas forcément redondants, hein, avec les IA et avec les choses. Donc il va falloir aussi former les étudiants à ça. Et ça a été évoqué un peu dans les commentaires et dans les questions sur le chat. Moi aussi, je pense qu'il y a des compétences éthiques, des compétences de numérique responsable, des compétences qui sont très, très importantes. Donc, Microsoft a annoncé qu'il serait neutre en carbone en 2030. Hein, donc là, ils en parlent déjà. Non, on est déjà neutre en carbone négatif. Oui, c'est ça, pardon, négatif, c'est ce que je voulais dire en plus. Excuse-moi, Henrik. Négatif. Donc, je pense que les étudiants en 2030, non seulement il faut qu'ils soient négatifs en termes de bilan carbone, mais il faut qu'ils soient positifs en termes d'éthique et en termes de numérique responsable, parce que le numérique, c'est une ressource critique non renouvelable. Donc, il va falloir qu'on apprenne aussi à vivre là-dessus et qu'on forme les ingénieurs et tous les gens et les professionnels à cette question-là, parce que c'est plus la fête.
Dites-moi, Henrik, j'ai cru que vous alliez vous énerver. Ouf. En plus, je voulais lui tendre une perche et je me suis planté. Et alors, ça tombe bien parce qu'on va finir là. C'est Estelle qui nous avait mis. Estelle, décidément, elle est très prolixe et je la remercie. Numérique et éthique, diversité, égalité des chances. Ce sont des thèmes aussi qui sont portés par le digital et le numérique. Et quand on parle égalité des chances, c'est la discrimination qui peut être aussi en cause. Et la discrimination, c'est les hommes et les femmes parfois qui demeurent dans certains secteurs. Et dans le digital, il n'y a pas assez de femmes méritées. C'est votre combat. Oui, bon, c'est mon combat. Alors, d'abord, j'ai envie de dire, la première discrimination, c'est souvent nous, les femmes, nous-mêmes, hein, parce qu'on se met quand même des freins. Pourquoi c'est un sujet qui me passionne? Tout simplement, moi-même, je suis informaticienne. Donc, ça fait des années que j'ai travaillé vraiment dans le monde de l'informatique dans les années 90. Hein, donc, ça remonte pas de hier. Tout ça pour vous dire que oui, apprenez l'informatique, apprenez à coder, parce que même si tous ces secteurs-là évoluent énormément, la technologie évolue énormément, en fait, vous allez évoluer avec. Donc, pourquoi les femmes? Donc, premier point, c'est tout simplement parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a une énorme pénurie de talents. Donc, évidemment, il n'y a pas de raison aujourd'hui d'exclure 50% de la population en France et dans le monde. Après, j'ai envie de dire à vous les femmes aussi, et les jeunes femmes, et des femmes de tous les âges, à vous emparer de la tech. Aujourd'hui, vous avez toute la possibilité de le faire. Il existe énormément de formations différentes. On en a parlé énormément. Quand on se projette à 2030, moi j'ai envie de dire, oui, il y a une compétence qu'il faut que vous ayez à votre curriculum, c'est, j'ai envie de dire, hein, disons-le, informatique. Apprenez à coder, les filles. Hein. Donc, moi, je pense que les premiers acteurs, c'est nous-mêmes. Et après, évidemment, les écoles. Les écoles, je pense que les écoles, notamment les écoles ingénieurs, je pense que les écoles ingénieurs peuvent aller beaucoup plus loin aujourd'hui, y compris en s'imposant des cours. Le dos de le faire, mon amie Sophie Liger à l'école 42, qui est certainement. Et décidément, mériter. Je pense que les quotas aujourd'hui, ça donne un sacré coup de pouce. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je signais. Ok, mériter, on a compris. Ça, c'est les écoles. Et nous, au sein même. Mériter. C'est juste pour dire que nous sommes plusieurs acteurs dans l'affaire. Hein. Voilà, mériter. La communication est vraiment pas bien du tout, pas bonne. On entend un mot sur deux, voire sur trois, qui n'est pas assez pour comprendre, même si on est très intelligent. On comprend pas tout, mais on a bien senti la nécessité. Frédéric M, Frédéric B, Henrik, sur ce thème de la diversité et de l'ouverture aux femmes, c'est vrai que vous avez vu, Frédéric Bardot, dans vos stagiaires, dans vos candidats, cette appétence chez les femmes à venir vers le digital? Alors oui, sachant que cette appétence, il faut aller un peu la chercher avec les dents, hein, parce qu'il y a des stéréotypes qu'on la vie dure. Attention. Voilà. Et simplement, on opère dans 17 pays et on voit par exemple qu'en Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne ou en Inde, c'est pas du tout la même posture des femmes par rapport à l'informatique. Hein. Le rêve de toute famille en Inde ou dans certains pays, c'est que la jeune fille de la famille fasse de l'informatique, travaille chez Microsoft, travaille chez Accenture, parce que c'est des métiers bien payés, passe à licence, sûrs, dans des belles boîtes qu'on peut exercer de la maison ou de n'importe où dans le monde. Donc ça, c'est effectivement très, très culturel. Donc ça, on le voit. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'on fait avec Microsoft sur l'IA, ça m'a démontré une chose que je n'attendais pas du tout, c'est que c'est beaucoup plus facile d'attirer des profils féminins sur de l'IA que sur du code. Parce qu'en fait, les femmes ne sont pas intéressées par la dimension technique de la technologie. Elles sont intéressées par le pouvoir d'agir, par les use cases et par qu'est-ce que je vais faire avec. Donc quand vous dites « devenez développeuse JavaScript », en fait, vous n'avez pas de candidate. Et quand vous dites venez faire de l'IA et trouver des use cases qui vont changer le monde, et ben là, c'est complètement différent. Et ça, on l'a constaté. Voilà. Comme quoi, il faut faire rêver. Hein, c'est ça l'idée. Hein, et c'est vrai que on s'en fiche de la technique. Henrik. Mais je ne peux qu'abonder à ce que vient de dire Frédéric. Il y a d'abord il y a ce besoin par défaut aujourd'hui. Il y a ce besoin parce que
parce que même si on prend par exemple l'intelligence artificielle et qu'on veut une IA responsable, il faut quand même que dans les personnes qui conçoivent les systèmes et les services, on ait une mixité de tous horizons qui soit représentative pour assurer un minimum d'éthique et de responsabilité. Et puis effectivement, on a une opportunité aujourd'hui de montrer par des cas d'usage que c'est oui, il y a de la technique, mais il y a de la technique pour permettre d'accomplir des choses, en l'occurrence des belles choses. Donc par les cas d'usage ou par les sujets, en l'occurrence, moi je suis assez fan de tout ce qui est IA à impact sociétal. On voit que ça peut générer de l'appétence. Et que notre ami Frédéric Meunier a beaucoup d'humour parce qu'il a répondu à Martine qui disait les femmes ont besoin de sens à leurs actions, et c'est vrai. Et Frédéric a tout simplement dit et les hommes non. Évidemment, ça tombe sous le sens quand on vous lit. Frédéric Meunier, même question à vous. Est-ce qu'on pourrait avoir une génération de codeuses, de développeuses, d'ingénieurs ES plus nombreuses? Non, généralement, c'est un combat pour nos écoles d'ingénieurs avec une dimension un peu technique pour essayer de faire venir des jeunes filles. Donc, on travaille là-dessus. Il y a des associations avec lesquelles on travaille, comme Elle Bouge, par exemple, qui visent à essayer d'aller de plus en plus tôt, de donner envie à des jeunes filles de suivre des filières scientifiques. Je suis d'accord avec ce que disait Frédéric Bardot. À un moment donné, c'est certainement pas en disant venez coder qu'on va les attirer. Et il y a une réalité, effectivement, et ça on le vit aussi, qu'on partage, c'est que ce stéréotype de la jeune fille qui ne veut pas faire une école scientifique, dès lors qu'on ne parle pas trop de sciences du vivant, parce que tout ce qui est des sciences du vivant, ça marche. Ah, on l'a perdu. Voilà, tout ce qui est sciences du vivant, ça marche. Du coup, ça m'a coupé dans mon heure. Mérité, juste pour finir, parce que vous avez été coupé un peu violemment, si je puis dire. Vous faites un équilibre, vous soignez l'équilibre homme-femme dans vos recrutements? Ouais. C'était pas notre journée en termes de connexion. Elle prend que des femmes, Mérite. Oui, tout à fait, parce que on vient de le voir, hein, c'est intelligent tout simplement. Bon, décidément mérité. Alors, je n'y suis pour rien, hein, pour mériter. La richesse des parcours, il y a autant. Quand on parle de diversité, moi j'ai l'habitude de dire. Ok. Mérité, c'est compliqué, on vous entend mal. Il est 15h, 11h10 pratiquement. On a encore quelques minutes. J'ai envie de faire un dernier tour de table. Je répète, hein, le titre compétences numériques, employabilité des étudiants, prêt pour 2030. Le sentiment que j'ai, messieurs, c'est qu'on est prêt, mais pas assez du point de vue quantité. On a plutôt les talents et les compétences. Est-ce qu'il faut accélérer? Henrik. Désolé Gilbert, mais je voulais continuer sur l'aspect de diversité et faire un petit pas de côté parce que on a parlé des hommes et des femmes et dans l'expérience que l'on a eue avec Frédéric, avec Simplon, de cette promotion école IA avec 80% de femmes, on a appris beaucoup de choses. Mais le numérique, c'est aussi une opportunité d'élargir cette diversité et d'offrir des opportunités à d'autres intelligences et des intelligences atypiques. Et je te laisserai, Frédéric, en parler plutôt que moi, mais ce que l'on a fait avec cette promotion, avec des personnes qui sont plutôt issues de la sphère, entre guillemets, Asperger, est assez intéressant. Oui, complètement. Hein. D'ailleurs, on ne devrait jamais dire la diversité, on devrait dire les diversités. Parce que pour le coup, voilà. Et en plus, c'est pour dire des gros mots, hein, les diversités sont intersectionnelles. Donc, vous pouvez très bien aussi avoir une jeune femme qui vient d'un quartier politique de la ville ou qui a peu de diplôme, ou effectivement une jeune femme qui a un trouble du spectre autistique. Donc, toutes les diversités sont bienvenues dans le numérique. Et je pense que si le numérique reste homogène, pour le coup, il en mourra de ses propres biais. Hein, et on ne peut pas construire des services numériques qui ne sont pas à l'image de la population. Donc, effectivement… Alors, Ingrid nous fait un petit reproche en dernière minute. C'est dommage qu'on n'ait pas entendu les compétences numériques pour les diplômés qui ne sont pas issus de filières informatiques. Il me semblait que si.
Mais peut-être que Frédéric, comme vous hochez du chapeau aussi et mérité, vous pouvez en rajouter un petit peu juste pour que Ingrid reparte avec quelques éléments. Bah, on a Le parlé minimum. Vas-y, Mary. Vas-y. Vous m'entendez là? Oui. En fait, le minimum, c'est apprendre à coder quand même. C'est pas forcément nécessaire de passer dans un cursus complet, par exemple, chez Simplon ou dans une autre école ou une école d'ingénieur, mais inscrivez-vous quand même dans une formation minima pour savoir de quoi on parle quand on parle algorithme. Ça, c'est indispensable, quelle que soit votre formation. Voilà, bah c'est le mieux. Voilà, j'espère qu'Ingrid en a répondu. Justement, apprendre à coder ne les intéresse pas. Bah oui, mais bon, c'est indispensable. On a envie de faire partie du monde qui se construit. Bah, il faut aussi apprendre, j'ai envie de dire, les clés et les langages. C'est aussi un langage. On a parlé d'anglais tout à l'heure chez Frédéric Meunier. C'est essentiel. Évidemment, de maîtriser l'anglais, c'est un minimum. De maîtriser aussi d'autres langues qui sortent un peu du sphère habituelle. Okay. Mais je ne dis pas maîtriser, mais de moins avoir suivi une formation. Vous savez, il existe des formations juste le samedi. Il existe des formations. Donc, allez-y, les filles. Allez-y, les filles. Juste, reprenons l'exemple d'Ingrid, parce que je crois que c'était sur la dimension agronomie ou agriculture. Et prenons un exemple de cas d'usage, c'est ce que j'essayais de mettre directement. Si dans une filière agricole, on est en train de se dire, est-ce que vous voulez apprendre ce que le numérique peut vous aider dans votre filière agricole? Est-ce que vous voulez apprendre comment le numérique peut aider à moins mettre de pesticides, à mesurer la bonne quantité d'eau, à optimiser la manière dont vous allez produire, entre guillemets, mieux produire ou avoir comment dirais-je, des produits de meilleure qualité avec un impact environnemental plus faible et peut-être même garantir un salaire plus important aux agriculteurs. Le numérique permet ça. Des cas d'usage, ils existent. On a des entrepreneurs sociaux, on a énormément de choses. Et derrière, partant de ces cas d'usage-là, montrer qu'en fait, eh bien, effectivement, ça nécessite de mettre des capteurs dans le sol, etc., de manipuler des données, mais par le cas d'usage et par les scénarios et par l'objectif, amener à intégrer le numérique dans un but de montrer ce que cela permet de faire. J'espère que j'ai un peu mieux répondu à ce que, en utilisant des termes moins techniques, Ingrid. Non, mais c'est clair, c'est qu'il y a toujours des cas d'usage très concrets, et c'est ça la magie du digital et la transformation qu'on connaît, c'est que cette brique techno dont parlait Mérité quand on a préparé l'émission, elle est partout. Et il faut faire avec absolument dans tous les domaines. Excuse-moi, mais vraiment, Henrik, je trouve que c'est vraiment, alors là, je ne peux que rebondir. S'il y a un secteur par excellence, c'est justement l'agroalimentaire. Mais c'est formidable ce qu'on peut faire avec le numérique. Le numérique, l'informatique, ce n'est pas la solution. C'est un outil qui nous permettra de développer des solutions durables. Alors, merci, Mérité. Mérité, on adore vous écouter, mais plus d'un mot sur deux, évidemment, ça serait mieux. Alors, on va conclure. Ça y est, c'est la fin. Écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est la quatrième journée de e-Sync éducation et recherche. On a eu presque 100 personnes qui sont restées connectées à notre débat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous étiez excellents, tout simplement. Et c'était vraiment un plaisir. Henrik, un mot. Est-ce que vous êtes prêts pour 2030? En tout cas, nous, on essaye d'avancer et d'être prêts et de faire tout ce qu'on peut pour favoriser la complémentarité, voilà, des enseignements, donner des briques technologiques aux enseignants, aux professeurs, connecter avec les entreprises, favoriser la diversité et travailler sur des sujets d'avenir numériques, mais numériques responsables. Heureusement que j'ai dit un mot, hein. Frédéric. Voilà. 2030, on y est déjà. Si on regarde l'impact du numérique sur la planète et sur la population, la politique, on y est déjà. Donc, je dirais qu'on a intérêt à être prêt. Ouais. Ça va chauffer pour nous. Frédéric M, est-ce qu'on est prêt? Je l'espère vraiment. Et on fait tout pour. Bah oui. En tout cas, dans l'école d'ingénieurs où vous êtes, ils sont prêts. Hein. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, on dit qu'il n'y en a pas assez. Mérité, are you ready? I'm not ready because I'm needing you, young people.
Ok, merci beaucoup. Merci, c'était vraiment super. C'est la conclusion de c'est notre dernier jour. Conclusion tout à l'heure à 12h30 avec un duo. Vous savez, un duo avec un représentant de la France à l'ambassade de France à Londres et un professeur français qui travaille aux États-Unis. Ils nous feront un point sur l'Angleterre après le Brexit et l'Amérique de Biden. Qu'est-ce qui va se passer dans ces pays-là qui sont si importants dans nos échanges, dans le digital évidemment, mais aussi dans les échanges en matière de recherche et d'enseignement supérieur. Merci, très bonne fin de journée. Merci à tous.